Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on abordera cette fois-ci les occurrences qui annoncent le crash qui est imminent. Juste avant qu'on démarre, j'aimerais tout de suite vous dire que effectivement, je vous ai dit dans une précédente vidéo que le crash allait se produire sur avril. Si seulement Powell avait annoncé qu'il allait relever les taux, ça aurait été une autre histoire. Bon là, voilà, il a dit que c'était transitoire. Je pense qu'il nous prend un peu pour un con là. Mais bon, bref, on verra ça un petit peu plus tard, j'y reviendrai. Concrètement, ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'on a un phénomène de stagflation, une stagnation de l'activité qui est due au fait qu'on a une pénurie des matières premières et une forte augmentation de celles-ci. Donc, pour peu qu'on arrive à en trouver, il faut les payer très cher. Et ajouter à cela euh, la forte tension qu'on a sur l'indice repo, dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc l'idée des occurrences, on va tracer aujourd'hui, je vais vous montrer, hop, j'ai tracé une abscisse, je suis suivi d'une ordonnée. Et l'ordonnée représente les valeurs, l'abscisse représente le temps. On va démarrer sur il y a un an. Il y a un an, on avait le crash lors du premier confinement, en avril, on a eu le crash du pétrole, moins 38$, du jamais vu dans l'histoire du pétrole. Suivi de septembre, on a eu SoftBank. SoftBank qui est derrière les raisons qui font que le Nasdaq, typiquement, est monté très très haut dans son histoire. Hein, il est monté très très haut. Donc, sauf que SoftBank n'avait plus les moyens de tenir ses positions et a donc dû faire face à des pertes. SoftBank, bien entendu, avait entre autres, impacté entre autres le Crédit Suisse. Crédit Suisse d'ailleurs a été impacté à chaque fois, et à chaque fois elle l'a clairement affiché, elle l'a clairement annoncé. C'est pas grave, c'est une méga banque, chaque fois elle perd des dizaines de milliards, mais ça n'est rien pour elle. Donc quelques mois après, on arrive en décembre et on se retrouve avec l'inflation qui démarre. Donc c'est rien, elle est insignifiante à ce moment-là, mais pourtant c'est un signal, un élément qui va nous suivre jusqu'à aujourd'hui et qui va continuer d'ailleurs. Ensuite, on a en février, on a Robinhood. Robinhood qui donc a lancé un concept qui consiste à permettre à des particuliers de pouvoir trader tout simplement sur sa plateforme. Et sauf que Robinhood a été financé sans frais qui est important. Et elle a été financée par un hedge fund. Et naturellement, avec l'ère des réseaux sociaux tels qu'on la connaît aujourd'hui, ce sont les traders qui sont sur Robinhood se sont réunis, on va dire, pour, avec leur petit dollar par-ci par-là, pour peser aussi gros, voire plus gros que certains des plus gros hedge funds de la planète. Ça a très bien marché à tel point que Robinhood les a squeezés, fermé leur position pour dire stop, vous ne pouvez plus acheter tel titre ou tel titre, pour pouvoir justement défoncer les hedge funds qui derrière ont pris des positions contraires, hein, en faisant ce qu'on appelle de la vente à découvert. Donc le mois suivant, on enchaîne avec Archegos. Donc Archegos qui, là encore, Crédit Suisse a mis de l'argent dedans et y a laissé quelques plumes. Encore une fois, je l'avais dit à l'époque, c'était l'arbre qui cache la forêt, c'est pas fini parce que on vient d'apprendre que Arc, qui pèse une cinquantaine de milliards de dollars, a perdu 30% de valorisation sur les marchés à cause de ses prises de position, on va dire pas trop risquées, parce que c'est toujours risqué, hein, en soi c'est le jeu, soit on gagne soit on perd. Là elle a perdu, voilà, et elle a trempé dans l'affaire chez Bossé aussi parce qu'elle y a laissé quelques plumes, on va dire. Ensuite on arrive sur le mois d'avril, et sur le mois d'avril on a une pénurie des matières premières. Donc leurs cours commencent à s'envoler très sérieusement et beaucoup de sociétés ont dû arrêter leur activité pour pouvoir, en attendant que finalement le cours des matières redescende, parce que pour le moment elle ne peut pas s'aligner avec ce qui se fait sur le marché et elle n'arrive d'ailleurs même plus à s'approvisionner tout simplement parce qu'on ne trouve même plus suffisamment de matière. Donc c'est un petit peu organisé, mais bon, vous allez me traiter de complotiste, donc on met ça de côté, vous le gardez dans un coin de votre tête et puis on verra ça dans les mois ou dans l'année qui vient si ce que je dis se concrétise. Sur avril, ce qu'on a également, c'est les marchés asiatiques qui sont en berne. Ça fait plusieurs semaines qu'ils ont tendance à rester dans le rouge, assez régulièrement, un peu trop fréquemment à mon goût d'ailleurs. On a Powell également qui dit que l'inflation est transitoire, qu'il ne relèvera pas les taux et qu'il qu'il continuera de les maintenir aussi bas afin que les banques puissent donc se prêter entre elles à des taux aussi, et qu'elles puissent également prêter aux banques à des taux toujours aussi faibles et soi-disant permettre de relancer l'activité. Et pour autant, le projet Biden, le plan Biden de 2000 milliards de dollars, on voit qu'il ne porte pas vraiment ses fruits, hein, parce qu'il a annoncé un plan de 2000 milliards, et ce qui est attendu en face c'était 1 million d'emplois nouvellement créés. Malheureusement, il n'y en a eu que 266, à peine 26,60% si vous préférez, ce qui est une catastrophe.
parce que c'est logique en soi. On a des entreprises qui doivent faire face à une envolée du coût des matières premières. D'ailleurs, je vous affiche un tableau ici de principales matières qui se sont envolées pour le moment. Et et donc elles ne peuvent pas y faire face, hein, justement. Et comme elles n'arrivent pas à y faire face, elles ne recrutent pas pour relancer l'activité. C'est juste du bon sens en soi. Depuis le début du mois, on a le Nasdaq qui continue de baisser, le Standard & Poor's également, les principales places européennes aussi. Donc tout est dans la continuité de ce qui se passe en Asie. On ne sait pas exactement où est-ce que ça va péter, mais ça va se produire. Hein. Concrètement, tout est absolument réuni, tous les ingrédients qui permettent de faire la bonne recette du crack des marchés, tous les ingrédients sont réunis. Et concrètement, ce qu'il faut, je vais vous donner un exemple. Si on bascule sur 2008, on a eu une entreprise qui a fait une entreprise de prêt immobilier qui a fait défaut. Quelques mois après, on en a eu deux. On va dire 3 mois après, je dis une bêtise, 3 mois après on en a eu deux. Un mois et demi après, on en a ce coup une dizaine. Et ensuite, on passe à la limite à la semaine. À la semaine, on a une quarantaine, trentaine, 70. Et d'un seul coup, c'est suffisamment gros, elles sont suffisamment nombreuses pour qu'une banque fasse défaut. Et que, bien entendu, le virus se propage et touche absolument tout l'ensemble du secteur bancaire des États-Unis et à travers le monde des principaux pays, on va dire, de la planète. Et concrètement, ce qu'il faut retenir de ce tableau que je vous ai montré des occurrences, c'est que le délai entre chaque occurrence tend à se réduire. On part d'une occurrence, puis d'une deuxième, entre les deux il s'est écoulé une certaine période, entre le deuxième et la troisième, une période qui commence à se raccourcir, et vous le voyez, ensuite on passe de février, avril, mai à des occurrences qui commencent à devenir plus nombreuses sur la même période de temps finalement. Et à un moment donné, elles vont être suffisamment concentrées pour que ça pète, tout simplement. Là, je vais vous montrer une image assez intéressante je vais l'agrandir, hop, vous allez plus voir ma tête. Donc dans cette image, ce qu'on voit, c'est que peu importe ce que la Banque Centrale Européenne, et c'est pareil pour la Réserve Fédérale Américaine, fera ou ne fera pas, quoi qu'il en soit, nous prenons la direction d'un chaos social avec de multiples bulles qui vont éclater. Et c'est parce que ces bulles vont éclater que nous allons vers ce chaos social, bien entendu, avec une très forte augmentation de la violence. On parle de 1000% d'augmentation par ville, clairement. Donc typiquement, nous allons être amenés à faire face à la bulle du marché des actions. On le voit, le Nasdaq, le Standard & Poor's crèvent les plafonds. Leur valorisation atteint des niveaux qui sont complètement décorrélés de la valeur de leur production. En termes de chiffre d'affaires annuel. Tesla, je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, qui a coté au plus fort à 1800 fois ce qu'elle produit en termes de chiffre d'affaires. Ça signifie qu'il faudrait travailler pendant 1800 ans pour atteindre à l'instant T la valeur boursière qui est la sienne, là où habituellement ça fluctue entre 15 et 35. Renault, par exemple, a tendance à tourner autour des 35. Et nous avons donc la bulle immobilière, forcément, nous avons des taux extrêmement bas qui commencent à remonter. Et si les taux remontent, ça va coûter plus cher d'emprunter. Donc mécaniquement, on a alimenté une bulle immobilière qui va finir par péter lorsque les taux vont monter. Et également, nous avons la bulle obligataire. Cette fois-ci, les taux d'intérêt, lorsque les banques centrales vont commencer à les remonter, vont amener à un crack obligatoire. Mini ou grand, ça reste à voir. J'ai encore un doute là-dessus. Ensuite également, nous avons la bulle de la dette publique ou la bulle de la dette privée. C'est une image qui est assez parlante en soi, parce qu'effectivement, les États sont en faillite, si on peut le dire, avec cette pandémie qu'on a traversée et tout cet argent qu'elles ont imprimé, c'est assez évident. Et à un moment donné, il va falloir payer l'addition. Et qui paye, c'est toujours la population, avec une forte augmentation des impôts. Ne serait-ce qu'en France, en ce moment, on voit qu'on s'apprête à avoir une réduction au niveau du Pôle emploi, des allocations. Quand on sait qu'il y en a beaucoup qui vivent grâce à ça, oui, c'est sûr que le chaos social, j'y crois à fond. Alors, il y a également une chose, donc pour redonner quelques points d'actualité qui sont très importants, qui datent d'aujourd'hui ou d'il y a quelques jours. On a aux États-Unis un oléoduc qui transporte le pétrole sur 8900 km de tuyauterie, c'est énorme, qui part donc du Texas pour par exemple approvisionner New York. Il a été hacké. Et ça c'est comme, je n'ai pas encore eu le temps de vous en parler dans une vidéo, mais je le fais pour l'occasion. Et il se trouve qu'un hacking majeur serait prévu en test en juin au niveau monde pour voir un petit peu comment est-ce qu'on va réagir. Un petit peu comme ce que Bill Gates avait fait avec la pandémie, avec le coronavirus. Un an avant le Covid, en fait, il avait justement lancé une espèce de simulation pour voir comment est-ce que les pays s'organiseraient, la population réagirait en cas de pandémie virale au niveau monde. Bizarrement, un an après on a eu le Covid, mais bon, passons, vous allez me traiter de complotiste, donc ça c'est un autre sujet.
L'idée c'est plus de là tout de suite de se dire, et comme par hasard on est en train d'organiser un test grandeur nature pour de hacking. Est-ce qu'on ne nous prendrait pas pour des chèvres, des moutons? Faut voir, parce que j'ai l'impression que dans quelques temps on va devoir faire face à un véritable un véritable hacking pardon, majeur au niveau monde, cette fois-ci de l'ensemble du système informatique, qui tendrait par exemple à faire crasher les crypto-monnaies avant de les réglementer pour pouvoir ensuite mettre en place donc l'euro et le dollar numérique. Je dis ça, je dis rien, on verra, hein, je me trompe peut-être, mais c'est quand même assez étonnant de voir que une petite équipe a réussi de hackers a réussi à hacker le nerf de la guerre des États-Unis. Hein, littéralement, ils ont fait beaucoup de guerres pour leur pétrole. Et cette fois-ci, ils en ont une sur leur propre territoire où des hackers ont réussi à bloquer le système, à pirater le système et à empêcher donc l'acheminement du pétrole. Et le pays a rapidement en urgence décidé de s'organiser pour s'assurer que les pénuries soient aussi limitées que possible sur l'ensemble de son territoire, le temps de débloquer la situation. On a également le VIX qui est fortement remonté encore aujourd'hui. On a également les taux d'intérêt sur 10 ans qui remontent, qui repartent à la hausse. Voilà, donc s'il y a 2, enfin là ils sont à 66 de mémoire, si ça touche 2, c'est fini. Hein. Crac. Voilà, concrètement, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. Lâchez-moi un max de likes, de com, d'abonnements, enfin voilà, la totale. Je compte sur vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.